Bonjour, ceci est une présentation de 60 minutes pour le Collège des médecines douces du Québec et le thème d'aujourd'hui va être de comment savoir identifier et traiter les problèmes de glycémie dans le cabinet naturopathique. Nous parlerons aujourd'hui des problèmes de glycémie pour deux raisons. La première est une raison pédagogique, le but étant de mettre en contexte les informations théoriques qui ont été présentées dans les 4 cours suivants, F244, F343, F142 et F445. La deuxième raison est bien sûr que les problèmes de glycémie sont très communs dans le monde moderne et sont vraiment à la racine d'un très grand nombre de symptômes divers et variés. Il y a une progression dans les symptômes. Donc au début, les problèmes de glycémie vont se manifester par des symptômes purement fonctionnels que l'on peut corriger très efficacement et relativement rapidement avec les outils de la médecine naturopathique, c'est-à-dire la diététique, les plantes médicinales et l'utilisation de compléments alimentaires et de changements d'habitude de vie. Si les problèmes de glycémie sont déjà bien installés, des changements organiques ont commencé à se développer, c'est-à-dire un vrai diagnostic de diabète, d'hypertension, de problèmes de cholestérol ou une importante prise de poids, il devient alors plus difficile de gérer ces symptômes uniquement avec la médecine naturopathique et ces patients auront souvent déjà consulté leur généraliste ou leur spécialiste et seront souvent déjà en train de commencer ou de prendre des médicaments sous ordonnance. Dans ces cas-là, la médecine naturopathique est quand même très utile pour aider à corriger la racine du mal et à graduellement les sortir de cette situation. Mais nous sommes là dans un schéma beaucoup plus chronique qui prendra bien plus longtemps que dans le premier scénario de symptômes fonctionnels. Aujourd'hui, notre ordre du jour, bien sûr, ça va être qu'est-ce qu'un problème de glycémie, comment l'identifier, nous parlerons des divers symptômes et bien sûr des tests de laboratoire importants pour confirmer la présence d'un problème de glycémie. Enfin, nous finirons avec la correction de la glycémie avec nos outils naturopathiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un problème de glycémie? Strictement parlant, dans le contexte de la médecine conventionnelle, un problème de glycémie, pour eux, n'existe qu'à partir du moment où le taux sanguin de glucose à jeun excède 110 mg par décilitre. À partir de ce moment-là, la personne va avoir un diagnostic de diabète. Nous verrons qu'il y a d'autres tests laboratoires qui peuvent nous dire qu'il y a une situation prédiabétique. Cependant, dans le cabinet naturopathique, nous sommes dans une bonne position pour reconnaître des problèmes dits fonctionnels pour lesquels les tests de laboratoire vont être encore totalement normaux, mais qui pourtant peuvent se corriger très bien une fois que la glycémie est corrigée. Donc pour nous, un problème de glycémie, ce n'est pas nécessairement un taux élevé de glucose sanguin à jeun, mais des fluctuations importantes dans les taux d'insuline sanguin pendant la journée ou la nuit. Nous verrons qu'à partir du moment où l'insuline fluctue beaucoup dans une période de 24 heures, la plupart des personnes, et bien sûr dépendamment de leur terrain génétique, vont commencer à manifester certains symptômes. Ce sont des troubles fonctionnels et ils sont variés simplement parce que les personnes sont faites différemment, donc pas tout le monde va avoir tous les problèmes associés à un problème de glycémie. Il y a tout un éventail de symptômes et il est important d'apprendre à les reconnaître pour aider les personnes qui effectivement peuvent bénéficier d'une correction diététique en particulier ou dans leurs habitudes de vie pour que l'insuline ne fluctue plus autant et que assez rapidement leurs symptômes se retrouvent corrigés. Pour comprendre la correction d'un problème de glycémie, il est important de comprendre la physiologie du contrôle glycémique. Donc ici, nous avons un schéma. À la verticale, nous avons les taux de glucose sanguin, ce qu'on appelle aussi la glycémie, et à l'horizontale, les minutes après un repas. Le glucose sanguin est une valeur très importante pour l'organisme, un peu comme la température corporelle. Donc le corps a différents mécanismes hormonaux en particulier pour que le glucose sanguin reste plus ou moins constant pour abreuver en particulier les fonctions cérébrales. Donc vous voyez ici sur ce schéma, sur ce diagramme, il y a des lignes en pointillés et idéalement nous voulons que le glucose sanguin reste quelque part entre ces deux lignes. Ce serait l'optimal d'un point de vue purement corporel. Quand nous mangeons un aliment qui va contenir du glucose, donc ça peut être n'importe quel aliment sucré comme une barre chocolatée,
N'importe quoi qui est également fait à base d'amidon, c'est-à-dire n'importe quel produit à base de farine, comme des pâtes, un biscuit, un gâteau, ou encore des produits céréaliers comme du riz. Tout cela sont faits de féculents ou des pommes de terre. Ce que nous appelons un amidon, c'est en fait une très longue chaîne où chaque perle de la chaîne, si l'on peut dire ainsi, est une molécule de glucose. Donc que nous mangions quelque chose de sucré ou un produit amidonné, et notamment si c'est un produit amidonné, un féculent qui a été raffiné, qui est donc blanc, ce qui va se passer, c'est que le glucose va être libéré très rapidement par les sucs digestifs et le glucose va rapidement pénétrer de la membrane intestinale au vaisseau sanguin. Nous verrons donc que le glucose sanguin va augmenter relativement rapidement. C'est ce que les diabétiques mesurent de façon commune avec ce qu'on appelle un glucomètre. Pour la plupart des personnes, donc, le glucose va monter très très vite et atteindre le sommet du graphique ci-dessous. Quand la glycémie est à son sommet, la plupart des gens ne ressentent aucun symptôme physique particulier, sauf quelques-uns vont se sentir particulièrement alertes, notamment les personnes à tendance anxieuse. Comme la glycémie aura augmenté au-delà du seuil de confort de l'organisme va donc produire une grande quantité de l'hormone insuline de façon proportionnelle à la glycémie sanguine. C'est-à-dire si la glycémie est élevée, comme au sommet de cette courbe, dû aux glucides dits simples, il y aura aussi une grande production d'insuline. L'insuline va faire baisser cette glycémie par un mécanisme dont nous parlerons bientôt. Donc s'il y a eu beaucoup d'insuline, il y aura une réduction de la glycémie sanguine relativement rapide. La glycémie va donc aller plus bas que cette ligne pointillée que vous voyez ici, et la plupart des personnes vont donc avoir des symptômes d'hypoglycémie plus ou moins sévères. J'ai mis là une liste avec les symptômes d'hypoglycémie les plus communs. Un coup de fatigue, une sensation de faiblesse, des maux de tête soudains qui disparaissent lorsque la personne mange, donc quand la glycémie aura remonté, une sensation de frilosité et très communément il y aura des sauts d'humeur, de l'irascibilité, de l'irritabilité, une sensation de devoir manger de façon plus ou moins urgente. Et tous ces symptômes vont se voir corrigés quand la personne aura remangé des aliments qui vont faire remonter la glycémie. Donc doucement, les gens vont avoir des fringales pour des aliments qui seront encore des glucides simples parce que ce sont les aliments qui feront remonter cette glycémie le plus vite possible. Le jus de fruits aussi tombe dans cette catégorie. Pour beaucoup de gens dans le monde moderne, cette courbe rouge donc est très commune et les niveaux d'énergie des gens dans les pays développés qui ont accès donc à beaucoup d'alimentation vont être vraiment dépendants de cette courbe rouge. Ici, nous voyons le rôle de l'insuline au niveau cellulaire. Donc nous avons appris que l'insuline va faire baisser la glycémie sanguine. Et pourquoi le glucose dans le sang baisse? C'est simplement parce que les cellules commencent à absorber le glucose qui se trouve dans le sang. Donc la glycémie ou le taux de glucose dans la cellule va augmenter et en parallèle le glucose sanguin va baisser. On voit ici un petit schéma de la cellule. Donc ce petit diagramme nous montre en rose la cellule. Et sur la surface cellulaire, il y a tout un tas de récepteurs. On peut penser à un récepteur comme une serrure dans laquelle une clé, c'est-à-dire une molécule très spécifique uniquement, peut s'insérer et créer une cascade de changements biochimiques à l'intérieur de la cellule. Donc cette cellule ici aura un récepteur que vous voyez en rose, qui est un récepteur fait vraiment pour la molécule d'insuline. Et à côté, quelque chose qui va s'ouvrir comme un tunnel qui va s'ouvrir pour laisser rentrer le glucose sanguin pour qu'il devienne du glucose cellulaire. Donc vous voyez dans le diagramme ici du milieu, l'insuline en jaune se connecte à son récepteur qui lui est spécifique. Ça crée une cascade d'actions biochimiques dans la cellule qui font que ce qu'on appelle en anglais le channel ou le tunnel, le canal, en bleu ici, va s'ouvrir et c'est un canal qui est spécifique au glucose. Le glucose, donc les petits carrés bleus qui sont à l'extérieur de la cellule, vont rentrer dans la cellule. C'est ainsi que la glycémie sanguine va s'abaisser grâce à l'action de l'insuline. Maintenant, si nous mettons ça dans un contexte un peu moins microscopique et plutôt macroscopique par rapport aux différents systèmes d'organes du corps, ce qui se passe, c'est quand nous mangeons quelque chose, souvent un glucide, qui va faire augmenter le taux de glucose dans le sang, cela envoie un signal qui fait que l'insuline est libérée dans le sang. L'insuline vient à la base du pancréas
qui va produire de l'insuline de ces cellules bêta et libérer l'insuline dans le sang. Ceci va envoyer un signal d'abord aux cellules musculaires pour qu'elles utilisent ce glucose sanguin pour la fonction musculaire. Donc si nous avons une personne qui fait beaucoup de sport et qui a une masse musculaire importante, ces muscles de cette personne vont consommer une grande quantité du glucose sanguin, ce qui est bien sûr un schéma optimal. Pour la plupart d'entre nous qui sont relativement sédentaires dans le monde moderne, même quand les muscles auront absorbé tout le glucose possible du sang, il y aura encore un excédent de glucose dans le sang. Alors l'insuline va maintenant envoyer un message au niveau du foie pour que le foie stocke le glucose sous forme de glycogène. Le glycogène est une forme d'amidon, c'est-à-dire c'est une longue chaîne constituée de plusieurs molécules de glucose liées les unes aux autres. Ceci est important parce que si par exemple on saute le petit déjeuner ou un repas, pour que la glycémie soit maintenue malgré le manque d'apport alimentaire de glucose, le foie va prendre ce glycogène, le reconvertir en glucose pour augmenter la glycémie. Ceci est un phénomène important pour notre survie. Si le foie a maximisé ce qu'il peut stocker sous forme de glycogène, alors il va convertir le glucose restant dans le sang en graisse ou en triglycérides. Ils seront ensuite envoyés sous forme de cholestérol LDL et sous forme de triglycérides vers les adipocytes ou les cellules graisseuses qui se trouvent à plusieurs endroits de l'organisme, mais surtout au niveau abdominal. Et donc le sucre sera stocké sous forme de graisse. C'est pour ça que l'insuline contribue directement à la prise de poids. Pourquoi il est important de gérer sa glycémie? Simplement parce que l'organisme a été construit pour survivre dans une époque bien différente de la nôtre. C'est-à-dire que au temps des hommes et des femmes des cavernes, nous n'avions pas beaucoup d'alimentation et de calories à disposition, si bien que nous avons une biochimie qui est beaucoup plus adaptée à la famine et au manque calorique qu'à l'excédent de calories dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc en fait, l'homme des cavernes, la plupart du temps, il mourait de faim. De temps en temps, il tuait une proie ou il s'alimentait de racines et éventuellement de baies qu'il trouvait à sa disposition. Mais en été ou au printemps, on peut penser qu'il avait accès à un pommier ou un autre arbre fruitier. À partir du moment où il mangeait une pomme, le corps reconnaissait qu'il y avait une glycémie qui augmentait, produisait une grande quantité d'insuline pour essayer de stocker sous forme de graisse le plus possible cet apport en glucose parce que l'organisme savait que incessamment sous peu, ça serait à nouveau l'hiver et un moment de famine où un stock de graisse aurait été important. Donc l'organisme en fait n'est pas fait pour que plusieurs fois par jour on ait une augmentation du taux d'insuline comme il y a aujourd'hui dans la vie moderne. Ces fluctuations importantes, à peu près jusqu'à la trentaine, ne semblent pas poser de problème particulier, quoique à l'adolescence, dans le pays moderne, nous commençons à avoir des problèmes dus à la glycémie, comme l'acné, la prise de poids et les problèmes de cholestérol chez les jeunes. Mais le système commence à avoir plus de mal à compenser, en gros vers la trentaine. À partir de ce moment-là, les personnes vont avoir des gros coups de fatigue dans la journée, une prise de poids difficile à changer et bien sûr le départ des maladies cardiovasculaires comme diabète, hypertension, prise de poids, tendance aux crises cardiaques, etc. Ceci arrive parce que graduellement la cellule devient résistante à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous revenons à notre schéma cellulaire de tout à l'heure? Quand la cellule devient résistante à l'insuline, ceci arrive parce que les taux d'insuline ont été trop élevés pendant trop longtemps sur une période journalière, pendant des années, des années, des années. Donc au bout d'un moment, bien que l'insuline soit présente en grande quantité à l'extérieur de la cellule, ce qui devrait envoyer un message fort à la cellule de faire rentrer le glucose dans le sang, même si l'insuline se met correctement sur son récepteur, la cellule répond de moins en moins bien, si bien qu'il faut de plus en plus d'insuline pour que la cellule fasse rentrer du glucose à l'intérieur de la cellule. C'est un peu comme l'analogie de crier au loup. Si on crie au loup une fois de temps en temps, tout le monde écoute et va se mettre en mode attention, le loup arrive. Mais si quelqu'un crie toujours au loup, lentement nous allons arrêter d'écouter cette personne. C'est exactement comme ça que la résistance à l'insuline se développe. Pourquoi c'est important? C'est parce que nous savons que la résistance à l'insuline est vraiment à la racine du syndrome X. Le syndrome X est quelque chose qui a été identifié il y a maintenant une vingtaine d'années et qui caractérise la plupart des maladies chroniques dans les pays développés où nous avons accès à un excédent de calories et notamment un excédent de glucides dans notre alimentation journalière.
Quand la cellule devient résistante à l'insuline et que l'insuline est constamment dans le flux sanguin et les taux de glycémie sont trop élevés de façon trop commune, nous allons avoir une situation de diabète, c'est-à-dire que le sucre qui est constamment dans le sang commence à attaquer certaines structures comme l'intérieur des petites artères du cerveau et du cœur. Et cette plaie due au sucre va causer une plaque qui peut entraîner des crises cardiaques ou des attaques cérébrales. Comme l'insuline est présente en trop grande quantité, elle va aussi avoir un effet inflammatoire avec une constriction des petites artères et donc une situation d'hypertension. Ou alors, comme le message sera toujours de produire de plus en plus de triglycérides et de cholestérol, LDL, en réaction à une glycémie qui est trop élevée ou des fluctuations d'insuline trop importantes, le corps va se mettre à stocker, d'où une situation de surpoids ou d'obésité, notamment au niveau abdominal. Ceci représente une des maladies chroniques les plus importantes du monde moderne dans les pays développés. Donc pour les personnes qui peut-être viennent avec déjà des symptômes de problèmes dus à leur glycémie, mais qui ne sont pas encore nécessairement diabétiques ou obèses ou hypertensifs, nous voulons quand même faire les tests laboratoires ci-dessous pour nous aider à préciser où ils en sont et donc établir un prognostic et bien sûr l'intensité de nos interventions. Donc un test laborantin très commun, ça va être d'abord de regarder la glycémie à jeun. Nous la voulons en dessous de 110 mg par décilitre. Au-delà de 110, la personne va ensuite avoir un diagnostic de diabète. Le problème avec la médecine actuelle, c'est que si une personne a une glycémie de 105 ou 107, on va lui dire que tout va bien. Et à partir du moment où elle dépasse 110, on va lui dire qu'elle est diabétique et lui proposer des médicaments. Bien sûr, le corps ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas simplement du jour au lendemain que l'on devient diabétique. C'est vraiment un long processus. Donc nous, en tant que naturopathe, quand nous voyons que la glycémie de la personne se rapproche lentement de 100 ou même au-dessus de 85, on va commencer à leur dire à faire attention à leur diététique, car on voit qu'ils ont une tendance à développer du diabète et donc d'autres maladies cardiovasculaires. Un test qui commence à se faire de plus en plus, c'est aussi de mesurer les taux d'insuline à jeun que nous voulons en dessous de 5. Attention, car la norme laborantine actuellement est entre 4 et 30. Ceci dit, quand nous voyons une personne dont l'insuline à jeun serait déjà de 30 ou même de 15, nous savons qu'ils vont avoir de gros problèmes liés à la glycémie. Donc encore une fois, peut-être que leur insuline à jeun va être de 12, leur généraliste va leur dire que tout va bien parce que leur glycémie est encore normale, mais nous, en tant que naturopathes, quand nous voyons une insuline à jeun qui est si élevée, nous savons qu'ils vont déjà avoir des symptômes importants dus à la glycémie qui ne sont pas nécessairement un diagnostic de diabète. Et nous pouvons aider ces individus à corriger le tir pour ne pas développer ces problèmes importants dans le futur. Le HbA1c, Hb ça veut dire hémoglobine, et le HbA1c c'est l'hémoglobine sur laquelle il y aura une molécule de glucose. C'est-à-dire que quand la glycémie n'a pas été bien contrôlée, ce qui va se passer, c'est que le sucre sanguin va attaquer les molécules d'hémoglobine à l'intérieur du globule rouge. Et ces molécules vont devenir donc non pas simplement Hb, mais ce qu'on appelle HbA1c. Comme le globule rouge survit 120 jours à l'intérieur du système sanguin, le HbA1c est une mesure du taux de glycémie dans les derniers 120 jours. Si elle est au-dessus de 6, encore une fois, la personne va se rapprocher d'un diagnostic de diabète. HOMA-IR, c'est une mesure de résistance à l'insuline qui se fait de plus en plus. C'est un calcul que le laboratoire va faire à partir du taux de glycémie à jeun et d'insuline à jeun. Nous voulons que ce soit inférieur à 1. Si c'est au-dessus d'1, nous savons qu'il y a une situation de résistance à l'insuline qui s'installe, le but étant de détecter cela le plus tôt possible. Les triglycérides doivent être en dessous de 150. Idéalement, nous préférons les voir en dessous de 100 ou 90 et le HDL qui est le bon cholestérol au-dessus de 40. Nous appelons le HDL le bon cholestérol car le HDL est la molécule qui va porter les molécules de cholestérol des organes vers le foie et donc réduire le taux sanguin de cholestérol et aider le cholestérol à sortir du corps par le foie et la vésicule biliaire. Le HDL donc doit être élevé pour que tout se passe bien. Si une personne a un HDL qui est trop bas et un LDL, donc ce qu'on avait tendance à appeler mauvais cholestérol trop élevé et des triglycérides trop élevés, nous sommes probablement dans une situation d'excédent d'insuline et d'inflammation.
Nous savons aussi aujourd'hui que le tour de taille est en fait une très bonne mesure prédictive des maladies cardiovasculaires et de la résistance à l'insuline. Donc un tour de taille au-delà de 94 cm pour les hommes et de moins de 80 cm pour les femmes est un indicateur de résistance à l'insuline. Ceci peut être très motivant pour les individus qui ont commencé à faire des changements, car souvent leur poids objectif sur la balance ne va pas changer, mais les mesures corporelles vont commencer à changer en premier. Donc c'est quelque chose que la personne peut mesurer elle-même ou si elle visite une salle de sport avec un coach sportif, c'est souvent quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour les encourager. Quand nous mesurons le cholestérol, en règle générale, nous sommes maintenant moins inquiets d'un taux de cholestérol élevé que dans le passé, parce qu'on sait aujourd'hui que la situation n'est pas aussi simple que ce que nous pensions. Donc si le cholestérol est élevé, mais que c'est surtout parce que la personne a un taux d'HDL très élevé, par exemple dans les 60 ou 80, avec des triglycérides en dessous de 90, nous ne nous inquiétons pas, surtout si le reste de l'aperçu clinique est plutôt positif, c'est-à-dire si la personne n'est pas en surpoids, si leur glycémie et leur insuline à jeun sont correctes. Par contre, une personne qui aura un taux élevé de cholestérol parce que leur LDL est élevé et que leurs triglycérides sont au-delà de 100 et qu'en plus ils sont en surpoids, nous commençons à nous inquiéter pour le futur cardiovasculaire de cette personne. Si une personne vient nous voir et qu'ils ont déjà un diagnostic ou des tendances vers le syndrome X, nous voudrons rajouter quelques tests de laboratoire, notamment la ferritine. La ferritine, c'est une mesure du stockage de fer dans le foie. Donc une personne anémiée aura tendance à avoir une ferritine assez basse, mais c'est aussi un marqueur non spécifique d'inflammation. Chez les personnes qui ont un syndrome X, ça va souvent nous indiquer une inflammation au niveau hépatique, une inflammation du foie, surtout si elle est au-delà de 200. Pourquoi cela arrive? Simplement parce que quand le corps a été toujours exposé à trop d'insuline, il va commencer à stocker des triglycérides, d'abord dans les cellules graisseuses, mais on sait aujourd'hui que les adipocytes ou cellules graisseuses ont une limite génétique à combien de graisse elles peuvent stocker. Et une fois qu'elles ont atteint plus ou moins leur limite, la graisse va commencer à se stocker au niveau des viscères et notamment dans le foie. Donc le foie devient doucement du foie gras. Quand le foie a stocké une grande quantité de graisse, il va commencer à être dans une situation d'inflammation avec un taux élevé de ferritine, mais aussi les enzymes hépatiques comme l'ASAT, l'ALAT et le gamma-GGT vont commencer à augmenter. Donc nous voulons mesurer les enzymes hépatiques parce qu'une fois qu'elles ont commencé à être élevées, et la ferritine également, il serait une bonne idée que la personne commence également à voir un médecin conventionnel pour nous aider à traiter cette personne ou alors de tirer la sonnette d'alarme par rapport au fait que la personne doit faire de sérieux changements alimentaires et dans leurs habitudes de vie. Quand on s'inquiète vraiment, on peut éventuellement recommander à la personne de faire un test qui s'appelle le score calcique. Le score calcique, c'est en fait un scan CT des artères coronaires dans le cœur pour nous montrer si elles sont bloquées ou non. Effectivement, si la glycémie et l'insuline ont été élevées, il va y avoir une blessure, si on peut appeler ça comme ça, au niveau des coronaires, ce qui va attirer la formation de plaques, c'est-à-dire une déposition de calcium et de cholestérol dans ces artères. Et le blocage va bien sûr possiblement nous amener vers une situation d'une crise cardiaque. Donc, quand la personne a fait un score calcique, nous voulons un score de 0. S'il est au-dessus de 0 et qu'il y a donc un blocage au niveau des coronaires, il est vraiment important d'envoyer cette personne chez un cardiologue pour faire des tests plus poussés. La tension artérielle est également importante. On veut qu'elle soit en dessous de 140 sur 90 après avoir fait 3 mesures chez le médecin. Chez la femme, quand il y a trop d'insuline trop souvent ou une glycémie qui va trop souvent fluctuer vers la norme trop élevée, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de testostérone sanguin et le ratio des hormones sexuelles LH à FSH va également être élevé. Ceci est problématique parce que ça peut créer des règles irrégulières, des kystes au niveau des ovaires et même parfois des règles douloureuses et une situation d'hirsutisme, c'est-à-dire de poils qui commencent à pousser dans des endroits non désirés. Donc chez les femmes, surtout si elles se plaignent de problèmes de règles et que vous pensez que c'est dû à un problème de glycémie, il est important de demander à faire ces tests. Nous avons jusqu'ici parlé des symptômes liés à des problèmes de glycémie qui sont déjà bien installés, c'est-à-dire des problèmes de diabète, d'hypertension ou de surpoids. Chez beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement en surpoids, on va voir les symptômes listés sur ce diapositive.
Donc bien sûr, des symptômes d'hypoglycémie comme ceux dont nous avons discuté sur notre autre diapositive, c'est-à-dire une variation dans les niveaux d'énergie qui peut être assez soudaine, des problèmes de frilosité, maux de tête, irascibilité ou un besoin de manger toutes les 3 à 4 heures. Les adultes normalement devraient pouvoir passer plus de 4-5 heures sans manger. Si la personne a besoin de se rassasier en dessous de toutes les 4 heures, nous pensons tout de suite à un problème de glycémie. Il peut y avoir aussi des problèmes dermatologiques liés à un taux d'insuline trop élevé, notamment l'acné ou les furoncles. Chez les adolescents, l'acné est presque toujours dû à un problème de glycémie lié à leur alimentation très riche en glucides raffinés. Mais nous avons aussi chez les adultes, hommes ou femmes, les jeunes adultes en dessous de 40 ans en particulier, un vrai problème d'acné qui peut se résoudre presque totalement en changeant la diététique pour régler les taux d'insuline. Comme nous en avons parlé tout à l'heure, chez beaucoup de femmes, il peut y avoir des ovaires polykystiques ou des problèmes de règles irrégulières ou douloureuses, ainsi que l'hirsutisme. Au niveau dermatologique, chez les hommes et chez les femmes, nous pouvons avoir des acrocordons, ce qui sont des petites lésions que j'ai mis là sur la photo. Ce sont comme des petits grains de beauté qui bougent, car ils sont accrochés par une petite tige. Ils apparaissent souvent en groupe et d'un seul coup quand la personne a un taux d'insuline qui varie trop. Ceux-ci sont hélas irréversibles, donc une fois qu'ils sont installés, même si la personne change sa diététique, s'il y a un problème cosmétique avec les acrocordons, parce que ce sont a priori des problèmes de peau bénins qui ne sont ni douloureux, qui ne créent pas de démangeaison, il faut les faire enlever chez le généraliste ou le dermatologue. Beaucoup de personnes qui ont un problème de contrôle d'insuline vont aussi faire de la rétention d'eau, qui va disparaître en 2 semaines dès que la diététique est corrigée. Donc dans tous ces symptômes listés sur ce diapositive, les résultats de laboratoire vont avoir tendance à être complètement normaux. C'est-à-dire que à jeun, l'insuline et la glycémie sont normales, mais par contre, si on encourage le patient à se servir d'un glucomètre, il verra qu'après ces repas, ils sont dans une situation où la glycémie est trop élevée et l'insuline aussi. Donc l'insuline, nous ne le voyons pas sur le glucomètre, mais si la glycémie est trop élevée sur le glucomètre, ils sont automatiquement dans une situation d'hyperinsulinémie. Donc nous voulons que la glycémie reste toujours en dessous de 5, même après un repas, ce qui n'est pas nécessairement évident dans le monde moderne. Donc le but du traitement dans toutes ces situations, que ce soit le syndrome des ovaires polykystiques, des règles irrégulières ou douloureuses, d'une personne qui a des fluctuations d'énergie importantes, de l'irascibilité, des maux de tête, un besoin de manger plus ou moins constant, ou une personne qui est déjà diagnostiquée avec un diabète ou une hypertension, ou n'importe quelle personne qui est en surpoids, va avoir besoin d'une correction des taux d'insuline. C'est souvent, bien sûr, par la diététique que nous passons, parce que les aliments ont un effet différent sur la libération d'insuline. Donc, bien sûr, les glucides. Donc là, j'ai mis sur ce diapositive des pâtes, du pain, des pommes de terre, mais aussi le riz, n'importe quoi de sucré. Tout ça va créer une forte libération d'insuline, puisque les glucides contiennent du glucose, ce qui est le facteur déclencheur le plus important de l'insuline. Les graisses, comme les avocats, l'huile d'olive, le beurre, le saumon, tous les poissons des mers froides comme le thon, les sardines, le maquereau, l'huile de coco, tout ça n'aura aucun effet sur la libération d'insuline. Les oléagineuses comme les noix, noisettes, les graines, chez beaucoup de gens ça n'aura pas trop d'effet, mais si la personne est déjà diabétique avec un surpoids têtu, comme il y a quand même une petite composante de glucides dans les oléagineuses, ça peut créer des problèmes chez certaines personnes. Les protéines comme le beefsteak, le poisson, les crevettes, les fruits de mer, le poulet, la dinde, tout ça n'a a priori pas d'effet sur l'insuline à moins que ces protéines soient consommées en trop grande quantité. Donc à partir du moment où nous surconsommons nos calories sous forme de protéines, il va y avoir une importante libération d'insuline. Par contre, les glucides, même ce qu'on pourrait considérer un apport modéré, peut créer une forte libération d'insuline dépendamment de la génétique de la personne. Pour les graisses, a priori, il n'y a aucune libération d'insuline, sauf avec les oléagineuses, car elles ont aussi une fraction de glucides ou d'amidon. Pareil pour les légumineuses, qui sont à moitié protides, à moitié glucides. Quand nous parlons des glucides, ils peuvent être ce qu'on appelle simples ou complets. Complet, c'est quand ça n'a pas vraiment été raffiné. Donc un féculent complet serait du riz complet, du pain complet, n'importe quoi à base de farine complète,
alors que leurs équivalents simples ont été beaucoup plus raffinés. Donc les pâtes dites blanches, le riz blanc, la baguette, les croissants, tout ce qui est fait avec de la farine blanche, c'est-à-dire la plupart des gâteaux et biscuits qu'on peut acheter dans le commerce, et toutes les sucreries, barres chocolatées, bonbons, boissons gazeuses, n'importe quoi qui contient du sucre ajouté, et bien sûr toutes les pommes de terre sous leur forme raffinée comme les frites ou les chips. Les glucides complets incluent également les fruits et certains légumes. Donc la plupart des légumes, nous ne les appelons pas glucides simplement parce qu'ils contiennent peu de glucose mais beaucoup de fibres, d'antioxydants et de vitamines. Mais certains légumes ont une composition en glucides plus élevée comme la pomme de terre, carottes, citrouilles et légumineuses. Les glucides complets ont un impact réduit sur la libération d'insuline. Donc nous voyons notre courbe de tout à l'heure ici, où la courbe rouge c'est dû aux glucides simples et la courbe verte due aux glucides complets. Donc ce n'est pas que les glucides complets n'ont aucun impact sur la libération d'insuline et sur le glucose sanguin, puisque bien sûr ils contiennent eux aussi du glucose, mais c'est simplement que leur contenu en fibres rend la libération de glucose de ces aliments beaucoup plus lente. Donc la glycémie va augmenter et la libération d'insuline également, mais de façon beaucoup plus mesurée qu'avec un glucide simple. Donc comme le taux de sucre n'augmente jamais de façon incontrôlée, la libération d'insuline est aussi plus contrôlée et donc nous ne nous retrouvons pas dans une situation d'hypoglycémie. Donc la personne déjà qui peut-être consomme encore des glucides de façon importante, mais surtout des glucides simples, complets, va avoir moins tendance aux symptômes d'hypoglycémie, c'est-à-dire coups de fatigue, maux de tête, irascibilité, etc. Ceci dit, une personne qui est déjà en surpoids, une personne qui a déjà beaucoup d'acné, une personne qui est déjà hypertensive, en diabète ou en syndrome d'ovaire polykystique, même les glucides complets, ça risque d'être trop pour leur système qui est déjà résistant à l'insuline. Donc, dépendamment du profil clinique de la personne, nous allons offrir le régime que nous voyons ici sur ce diapositive, mais de façon plus ou moins contrôlée ou sévère. Donc encore une fois, une personne qui a que quelques troubles fonctionnels dus à la glycémie, nous allons lui proposer de manger une assiette équilibrée avec un tiers de protéines, un tiers de légumes qui ne contiennent pas de glucides et un tiers de glucides complets, c'est-à-dire riz complet, pâtes complètes, pommes de terre avec la peau, carottes ou citrouilles ou légumineuses, avec un apport de gras tout de même important, c'est-à-dire avocat, huile d'olive, beurre, graines, oléagineuses, euh, et fromage, s'ils peuvent consommer des laitages, donc fromage tombe dans la catégorie du gras ou crème fraîche. Par contre, si la personne est déjà en diabète, en hypertension, a un problème de surpoids, un problème important de règles, nous allons lui demander de réduire de plus en plus sa consommation de glucides tout en augmentant légumes, protéines et graisses. Il est important d'augmenter les graisses chez ces personnes-là. Si on ne fait que couper les glucides, ils vont se retrouver avec un régime qui va surtout être de protéines et de légumes et ils vont avoir très faim. Comme ils auront faim, ils seront en situation d'hypoglycémie, ce qui veut dire qu'ils se sentiront mal et auront des fringales qui les feront donc retourner vers les glucides simples pour faire remonter cette glycémie. Nous voulons à tout prix éviter ces fluctuations importantes et une façon très simple de stabiliser tout ça, c'est d'augmenter leur consommation en gras sains. Donc encore une fois, avocat, huile d'olive, huile non raffinée, graines, une petite quantité d'oléagineuse, une poignée à peu près, saumon, fromage gras ainsi que crème fraîche. Donc encore une fois, la diététique, bien que le principe de base ne change pas, l'intensité des restrictions va varier selon le profil clinique de la personne. Pour certains adolescents en particulier qui sont donc en pleine croissance mais qui ont des problèmes d'acné importants, la plupart du temps je ne restreins pas les glucoses totalement mais je vais les éduquer pour qu'ils commencent à consommer des glucides complets tout en augmentant les gras et les protéines. Par contre, une personne qui est déjà en surpoids, notamment une femme ménopausée en surpoids qui fait déjà beaucoup de sport et ne perd pas de poids, chez elle, on va lui demander de couper totalement les glucides tout en augmentant légumes, protéines et les graisses. Donc une diététique quand même qui change. Après 3 mois de régime, nous pouvons nous attendre à certains résultats cliniques très importants. Si la personne avait des symptômes fonctionnels de rétention d'eau, de fatigue, d'acné, de règles douloureuses, ces symptômes auront disparu relativement vite. Les problèmes de frilosité peuvent aussi disparaître vite s'ils ne sont pas dus à un dérèglement de la thyroïde. On peut refaire un test de laboratoire après 3 ou 4 mois de régime.
La glycémie, l'insuline à jeun et l'HbA1c devraient incontestablement être améliorés, ainsi que le LH-FSH et la testostérone chez la femme si elles étaient problématiques au départ. Souvent, les taux de cholestérol et les triglycérides peuvent avoir augmenté. Ceci est un effet temporaire du régime. Donc, comme il y avait des graisses stockées au niveau viscéral et des cellules graisseuses, avec le régime, ces graisses vont être mobilisées de l'organe vers la voie sanguine par les triglycérides, de façon à se faire évacuer de l'organisme par la bile. Ceci est un processus qui peut prendre longtemps, surtout si la personne avait énormément de poids à perdre. Donc quand nous voyons le cholestérol et les triglycérides augmenter, ceci est un effet normal du régime qui peut aller de 3 à 9 mois, dépendamment du poids que la personne avait à perdre. Donc il ne faut pas s'alarmer. Parfois les médecins vont vraiment paniquer, mais il faut vraiment rassurer le patient que s'il continue avec le régime, normalement les taux de cholestérol vont se normaliser d'eux-mêmes avec la perte de poids. On s'attend à une perte de poids sur 3 mois de en gros 4 à 10 kg. Donc si notre patient est jeune, il peut perdre du poids très rapidement, surtout si c'est un homme. Pour les hommes, ça a tendance à être plus facile dû à leur production endogène de testostérone qui aide à former les muscles et à brûler les glucides plus rapidement. Chez les femmes, la perte de poids est plus ardue et la correction de la glycémie est en général plus difficile, surtout si nous travaillons avec des femmes qui sont déjà ménopausées. Donc une fois que ces changements hormonaux se sont passés, la perte de poids peut être extrêmement têtue, si bien que nous pouvons avoir uniquement 4 kg perdus sur 3 mois. Si nous nous retrouvons dans une situation comme ça, où la perte de poids ou les changements sont très lents, nous pouvons utiliser le glucomètre comme outil. Donc le glucomètre, c'est une petite machine qu'on peut acheter n'importe où en pharmacie, où avec une petite aiguille, il faut prélever un tout petit peu de sang pour mesurer sa glycémie de façon instantanée. Donc il faut mesurer sa glycémie le matin à jeun et 1 heure après les repas. Et ce qu'on doit observer, c'est que la glycémie devrait toujours être en dessous de 5, même 1 heure après les repas. Si elle est trop élevée, il faut ajuster la composition des repas. Donc le glucomètre nous permet de personnaliser la diététique pour que la personne réduise sa consommation en glucides et en protéines si nécessaire, tout en augmentant leur matière grasse. Donc notamment chez la femme ménopausée ou la personne qui est déjà dans une situation de surpoids ou de diabète, le glucomètre peut être vraiment un outil très intéressant. Parfois, la glycémie après les repas est correcte, mais à jeun, elle est trop élevée. Ceci arrive parce que dans la nuit, comme on ne mange pas pendant à peu près 12 heures, il va y avoir une situation d'hypoglycémie que le foie va compenser en convertissant le glycogène en glucose sanguin. Ce qui se passe donc, c'est que le glucose sanguin, donc la glycémie, va augmenter. Si la personne est en train d'améliorer sa diététique et aller vers la santé, normalement la glycémie à jeun ne devrait pas excéder 5 mmol par litre. Si le matin elle est plus élevée que ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le dawn effect, ou l'effet du lever du soleil, c'est-à-dire quand le foie entre 3 et 6 heures du matin convertit ce glycogène en glucose et que la glycémie devient trop élevée, ça nous montre qu'il y a encore des fluctuations trop importantes d'insuline et de glycémie en général et qu'il faut continuer à ajuster la diététique en conséquence. Donc parfois, cette lecture de la glycémie le matin à jeun peut être la plus difficile à corriger. Il ne faut pas se décourager, il faut uniquement persévérer. Si la personne a des symptômes, par exemple de fatigue ou dermatologique ou de rétention d'eau qui s'améliorent, nous savons que nous sommes sur la bonne voie de toute façon. Si la personne a une glycémie qui paraît têtue à corriger, c'est-à-dire ils ne se sentent pas vraiment mieux, ou peut-être leurs taux glycémiques à jeun ne sont pas super, ou peut-être la personne se décourage parce que le poids est très difficile à perdre, nous pouvons utiliser des suppléments alimentaires pour corriger cette glycémie. Donc j'ai mis une petite liste ici qui n'est pas exhaustive, mais ce sont les suppléments les plus communs. Le picolinate de chrome, 500 microgrammes 2 à 3 fois par jour. Nous savons que le chrome aide le récepteur d'insuline à fonctionner mieux quand il y a un début de résistance à l'insuline. La cannelle comme épice peut être ajoutée librement dans tous les aliments. La berbérine qui vient de plantes amères, 500 mg 2 à 3 fois par jour, peut être extrêmement utile, notamment dans les problèmes de cholestérol et d'acné ou d'ovaires polykystiques. Le momordica, c'est-à-dire le melon tropical ou le melon amer, donc j'ai mis une photo sur ce diapositive, on l'appelle aussi en anglais bitter gourd ou courgette amère, peut être très utile car comme les plantes dont la berbérine est extrait,
leur facteur amer peut aider le foie à régler les triglycérides et la glycémie de façon un peu plus adéquate. L'extrait standardisé à 10% de charentine, 1 gramme par jour, semble être la dose adéquate ou de façon diététique si la personne supporte le goût amer sous forme de jus ou de légumes cuits. Magnésium, 150 à 300 mg au coucher, de préférence sous forme de citrate ou de glycinate. Et bien sûr, les oméga 3 à base d'huile de poisson, entre 1 et 3 grammes par jour. Donc encore une fois, ça dépend du profil clinique de la personne. Si la personne a uniquement des troubles fonctionnels dus à la glycémie, comme l'acné, des problèmes de fatigue ou de frilosité, 1 gramme par jour sera nettement suffisant, chez les adolescents aussi. Si par contre il y a déjà un tableau inflammatoire très prononcé de diabète, d'hypertension ou de surpoids têtu, nous pouvons monter à 3 grammes par jour, tout en se rappelant que les oméga 3 ont un effet fluidifiant du sang. Donc si la personne prend de l'aspirine ou d'autres anticoagulants à cause d'un problème cardiaque déjà existant, il faut faire attention car les oméga 3 vont renforcer les effets de ces médicaments. Donc si la personne est médicamentée avec ces agents-là, peut-être réduire la dose d'oméga 3 à 1 voire 1,5 g d'oméga 3 par jour. Les habitudes de vie sont bien sûr super importantes. Comme nous en avons parlé plus tôt, si la masse musculaire est importante, alors ce sera bien plus facile de faire baisser la glycémie car il y aura les muscles pour consommer le glucose. Donc en général, la personne sédentaire doit se mettre à bouger plus, notamment en faisant du sport qui fait grandir la masse musculaire, ou aujourd'hui ce qui a été pas mal étudié, c'est le High Intensity Frequency Exercise, c'est-à-dire des petites plages avec de l'exercice intensif de quelques minutes suivies d'une pause. La fatigue surrénale et le stress vont bien sûr rendre une correction de la glycémie beaucoup plus difficile parce que l'hormone cortisol qui est relâchée en période de stress va rendre le contrôle glycémique plus difficile. Donc si la personne est en état de stress ou un déficit de sommeil ou une fatigue surrénale établie, c'est-à-dire quand on lui parle de ses symptômes et de son historique de stress, il est important d'essayer de corriger ça. Donc pour le sommeil, nous avons bien sûr certains compléments alimentaires comme la mélatonine, le L-théanine, le magnésium qui peuvent être très utiles. Mais chez ces personnes, souvent, il faut juste mieux gérer son stress en faisant du sport, du yoga, de la méditation, voire parfois en remaniant totalement sa vie. J'ai quelques patients qui ont dû complètement changer de travail pour pouvoir faire réduire leur taux de stress, qui ont dû prendre une année sabbatique. Donc parfois, le stress et le manque du sommeil vont totalement saboter notre plan diététique. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'avais des patients qui ont très bien suivi la diététique, ils ont perdu du poids, leur glycémie s'est améliorée, ils se sentaient beaucoup mieux et ils ont une période de stress qui, chez les sujets susceptibles aux problèmes glycémiques, va faire que même si leur alimentation est très bonne, le manque de sommeil fait qu'ils produisent beaucoup plus de cortisol et d'adrénaline, ce qui fait remonter la glycémie, ce qui va faire ralentir la perte de poids, ça fait revenir les coups de fatigue, les problèmes dermatologiques dont nous avons parlé, etc. Donc ce n'est pas uniquement une histoire de diététique. Ceci dit, j'ai aussi eu ce cas de figure, notamment chez les femmes qui vont venir me voir parce qu'elles n'ont rien changé à leur alimentation ou elles font un peu attention, mais elles ont commencé à faire du sport de façon intensive. Et pourtant, elles se plaignent de ne pas perdre de poids. Chez ces femmes-là, j'ai remarqué, et je ne suis pas la seule, qu'un changement diététique est beaucoup plus utile pour perdre du poids que le sport. Donc bien sûr, l'idéal c'est d'avoir les deux, mais si la personne, pour une raison ou une autre, ne peut pas faire beaucoup de sport, changer la diététique peut quand même avoir un impact très profond. Donc en résumé, ce dont nous avons parlé dans cette dernière heure, c'est que nous pouvons avoir des symptômes fonctionnels dus à des fluctuations d'insuline journalières trop importantes dans la journée. Ces symptômes fonctionnels sont extrêmement communs dans le monde moderne, comme la prise de poids, des coups de fatigue, des problèmes hormonaux comme des règles douloureuses ou irrégulières, un taux de testostérone trop élevé chez la femme qui fait créer une situation d'hirsutisme. Dans tous ces cas-là, les tests de laboratoire seront normaux et c'est uniquement avec le glucomètre que nous pourrons voir des pics de glycémie et donc de pics d'hyperinsulinémie qui créent tous ces problèmes. Quand la résistance à l'insuline s'installe, les tests laboratoires deviennent anormaux, c'est-à-dire la glycémie s'élève, le cholestérol, notamment le LDL et les triglycérides vont monter et l'HbA1c va être supérieur à 6.
Dans ces cas-là, les symptômes plus sérieux s'installent comme obésité, hypertension, syndrome X, diabète. Dans ces cas-là, il est quand même important d'avoir un médecin généraliste ou un spécialiste avec qui l'on peut travailler, car la personne peut avoir besoin de prendre des médicaments en parallèle du traitement naturopathique. Dans tous les cas, il faut changer l'alimentation en réduisant les glucides de façon plus ou moins drastique tout en augmentant protéines et graisses. Il ne faut pas oublier d'augmenter les graisses. Ça peut paraître difficile pour certaines personnes qui vont avoir lu dans les médias pendant des années que les graisses étaient mauvaises. On sait aujourd'hui qu'elles aident à contrôler la glycémie et nous pouvons nous aider du glucomètre si nécessaire pour adapter la diététique vraiment au profil clinique du patient. Les suppléments comme le melon amer, la berbérine, le picolinate de chrome, le magnésium, les oméga-3, mais la liste continue. Il y en a vraiment beaucoup, comme la cannelle, qui ont été de plus en plus recherchés, qui peuvent aider la cellule à mieux utiliser l'insuline et faire baisser le taux de glycémie. Bien sûr, le plus sportif la personne peut être, le mieux, car la masse musculaire augmente et on peut utiliser le glucose de façon beaucoup plus adéquate. Si la personne a beaucoup de stress, un sommeil interrompu ou un déficit de sommeil, ça va bien sûr être plus difficile. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation sur les problèmes dus à la glycémie. J'espère que ça a pu vous aider à mettre le matériel dans les 4 cours cités précédemment en contexte. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.